Mmh. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue à ce webinaire qui est organisé dans le cadre de la Semaine de l'évolution professionnelle. J'espère que vous nous entendez. Nous sommes 75 personnes connectées. C'est un grand plaisir de pouvoir vous accompagner. Avant de commencer, je vous propose quelques petites règles de base. Vous avez, comme vous avez déjà remarqué, la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions et nous allons essayer d'y répondre en fin de ce webinaire. Et puis, il y aura peut-être aussi des sondages, des questions, donc n'hésitez pas à participer. Alors, quelques éléments, quelques mots sur cet événement, les Semaines de l'évolution professionnelle, qui est organisé pendant une quinzaine de jours par plusieurs réseaux qui s'occupent de l'accompagnement de l'accompagnement des évolutions professionnelles. Donc, il y a notamment le réseau EVA et le CIBC, le groupement Évolution, l'APEC, APG Guyane, Inter-RH Corse, et d'autres opérateurs du Conseil en évolution professionnelle. Donc, vous avez vu sur le site, il y a plus de 100 événements complètement gratuits, tout à distance, tout par digital, sur des problématiques, sur des thématiques différentes qui touchent l'évolution professionnelle. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous accompagner pour vous parler de l'atelier qui s'appelle « Je veux me reconvertir ». Mon nom, c'est Thomas Sprlak. C'est un peu compliqué parce que je suis d'origine slovaque et j'ai le poste de manager de service et responsable pédagogique du service conseil en évolution professionnelle pour les salariés et les indépendants en Grand Est. Et Marie-Laure Villaume qui va se présenter. Bonjour tout le monde. Alors donc effectivement, moi je suis référente en parcours de formation au sein de Transition Pro Grand Est. Je m'occupe d'analyser tous les dossiers les demandes de projets de transition professionnelle. Alors vous m'excuserez, effectivement, vous ne pourrez pas me voir, mais vous pouvez largement m'entendre. Alors, le programme qu'on vous propose pour aujourd'hui, c'est déjà de voir un peu comment la crise sanitaire a impacté finalement les décisions des personnes concernant leur projet professionnel. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont été amenés à se poser des questions suite au confinement. Est-ce que je suis bien dans le boulot où je suis? Est-ce que j'y vois du sens? Est-ce que ce ne serait pas un moment d'essayer de réfléchir sur une reconversion? Et puis, effectivement, en lien avec cela, on va essayer de réfléchir ensemble quelles sont les étapes pour élaborer un nouveau projet professionnel. C'est notamment Marie-Laure qui va nous parler de ça. Mais aussi, on va essayer de vous présenter quelques outils, quelques dispositifs qui sont à votre disposition pour vraiment mettre en œuvre cette éventuelle reconversion ou évolution. Et notamment, pour conclure, on parlera des différents moyens, des différents outils qui sont à votre disposition, dont vous pouvez bénéficier pour vous faire accompagner dans ce projet. Parce que c'est vrai que quand on s'y prend tout seul, ça peut parfois être compliqué. Alors, premier point de réflexion, c'est que nous, en tant qu'opérateurs du conseil en évolution professionnelle, en 2020, nous avons accompagné presque 10 000 personnes. Et on a vu à quel point cette crise sanitaire elle a pu initier plein de réflexions chez les clients, chez les personnes que nous avons accueillis. Effectivement, en 2019, déjà, plus d'un Français sur deux envisageait une reconversion professionnelle. Effectivement, en 2020, ça se maintient, ça a même un peu augmenté. Et près de 60% des actifs considèrent que la crise sanitaire a affecté leur situation professionnelle. Et 50% des personnes souhaitent engager une reconversion professionnelle. Enfin, 50% des personnes qui souhaitent engager une reconversion professionnelle estiment que la crise est un moteur de reconversion. Mais effectivement, quand on dit reconversion, ça veut dire quoi? Alors, la reconversion professionnelle, c'est une démarche qui vise à changer de métier ou de statut professionnel. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce désir de changer? Peut-être envie de retrouver un nouvel emploi, peut-être une lassitude dans son travail actuel, envie d'exercer. Bon, le métier de ses rêves, un métier reste un métier, un boulot reste un boulot, mais avec un sentiment du sens, de l'accomplissement, quand même, c'est plus facile d'aller au travail le matin. Effectivement, voilà, nous sommes aujourd'hui là pour parler de ça. Donc, si vous souhaitez changer de métier, on peut voir ensemble
les étapes à mettre en place pour élaborer et mettre en œuvre un nouveau projet professionnel. On va vous parler des étapes, mais effectivement, chaque cas est différent, donc ce n'est pas forcément chaque étape que chaque personne va faire. Et Marie-Laure, je te laisse la parole pour les introduire. Merci. Donc, les différentes étapes pour élaborer et mettre en œuvre un projet professionnel. Donc, tout d'abord, ça va être faire le point sur son parcours. Ensuite, on va identifier et valoriser ses propres compétences, identifier ses ressources. On va aussi, bien sûr, découvrir de nouveaux métiers ainsi que leurs débouchés. Et en fonction de tout ce travail qui sera réalisé en amont, on va pouvoir identifier son projet professionnel. De là, on va rechercher la formation la plus adéquate, un dispositif, étudier bien sûr les différentes possibilités de financement, mettre en place son plan d'action et se positionner sur le marché de l'emploi. Donc là, si on veut aller un petit peu plus en détail dans toutes ces différentes étapes, on a en premier faire le point sur son parcours. C'est tout simplement prendre du recul sur toutes nos expériences professionnelles et nos activités extra-professionnelles que l'on peut avoir. On y va y dégager un fil rouge qui va nous permettre de mener une réflexion sur tout notre projet professionnel. Après, on va identifier et valoriser ses compétences. C'est-à-dire qu'on va avoir une analyse un peu plus fine de finalement notre CV. On va identifier et mettre en valeur toutes nos compétences, mais aussi celles qui seront transférables à d'autres situations professionnelles, comme accueillir de la clientèle et bien l'écouter. On peut le retrouver bien sûr sur différents métiers, par exemple. Après, pour la suite, on va identifier ses ressources, c'est-à-dire ses propres valeurs. C'est-à-dire que professionnellement, on a tous nos propres valeurs, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, et on sait ce qui compte pour nous dans notre travail. Une fois, on va également, à travers toutes ces recherches, on va explorer, découvrir de nouveaux métiers en lien effectivement avec nos motivations, nos centres d'intérêt, mais aussi nos compétences. Et on va rapprocher tout ça par rapport à une réalité du terrain, voir si effectivement ça nous correspond. Et on va aussi étudier les différents débouchés. On va étudier un petit peu la faisabilité de notre projet et identifier clairement qu'est-ce qui vont être nos freins dans ce projet. Alors, effectivement, une fois qu'on aura fait le point sur ces valeurs, ces centres d'intérêt, et on explore un peu le réel, ce qui est possible par rapport à mon rayon de mobilité, par rapport à mes critères de choix en termes d'organisation de travail, d'environnement professionnel dans lequel je veux exercer. J'essaie de définir mes propres critères de choix et en fonction de ces critères, identifier un projet professionnel, idéalement, peut-être même plusieurs. Ça peut être un projet principal et un ou plusieurs projets secondaires. Et ensuite, on passe à l'étape de la mise en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il faut acquérir en termes de compétences, de connaissances pour mettre en œuvre ce projet? Alors, parfois, il y a des projets qui ne nécessitent pas forcément une formation, mais dans la plupart des cas, si on entreprend une reconversion, on change de métier, on change de domaine, une formation sera nécessaire. Donc, il faut faire le point sur ses compétences, identifier quelles sont les compétences qui sont requises par le métier visé, et puis identifier dans l'offre de formation quelle est la formation qui pourrait correspondre à mon projet. Et puis vient la question, ok, j'ai trouvé la formation, et comment je vais faire pour la financer? Effectivement, on va en parler tout à l'heure. Du coup, une fois que je fais ça, j'ai identifié le métier, mes critères de choix, le métier ou le domaine visé, la formation éventuellement à mettre en place. Il est toujours bien de formaliser ça dans un plan d'action. Alors un plan d'action, c'est quoi? C'est une séquence des étapes avec les objectifs, les dates. Ça me permet de voir moi-même, est-ce que déjà c'est quelque chose que je veux mettre en place tout de suite ou je me donne quelques mois, voire quelques années. Il y a effectivement des projets parfois qui nécessitent plusieurs années à mettre en place. Et puis effectivement, une fois sorti de la formation, travailler sur ses recherches d'emploi. Comment je mets à jour mon CV, comment je valorise mes compétences, comment je formule mes motivations dans une lettre de motivation, comment je construis ma stratégie de présence sur des réseaux sociaux pour que je puisse mettre de mon côté toutes les chances de mettre en œuvre
mon projet professionnel. Donc effectivement, ça c'était un peu survolé. Souvent, ça ne se passe pas comme ça. Souvent, on peut passer d'une étape à l'autre, on revient sur ses choix. Mais quand nous, on accompagne les personnes dans leur reconversion, peu importe l'étape dans laquelle ces personnes se trouvent, le conseiller en évolution professionnelle peut l'appuyer dans la construction ou la mise en œuvre de son projet. Et maintenant, je passe de nouveau la parole à Marie-Laure, qui va nous parler de quelques dispositifs qui peuvent faciliter justement la mise en œuvre du projet. Alors effectivement, le premier dispositif dont on va parler, c'est le compte personnel de formation. Il a été créé en 2015 et le compte personnel de formation reprend vos heures de diff que vous avez acquis sur les années 2013 et 2014. Et chaque année, il est alimenté de 500 € dans la limite de 5 000 €. Effectivement, il y a des majorations qui sont faites, c'est-à-dire que vous avez un peu plus d'argent sur votre compte quand vous êtes bénéficiaire de l'OETH. Alors l'OETH, c'est l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. En gros, ça assure la collecte des contributions financières des établissements en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Et aussi, cette majoration est aussi faite pour les personnes qui ne sont pas qualifiées, pour leur permettre, d'avoir des qualifications. Les formations qui sont éligibles avec votre compte personnel de formation, c'est, l'AVE, donc la validation des acquis, de l'expérience, le certificat CLEA, toutes les actions de formation qui sont certifiantes, qui sont inscrites au RNCP ou au répertoire spécifique, le bilan de compétences, les aides à la création et la reprise d'entreprise et aussi tout ce qui est permis de conduire. On va voir la suite. Alors, le compte personnel de formation, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà, au niveau de la prise en charge, le compte personnel de formation n'intervient que sur les coûts pédagogiques. Il n'intervient pas sur la prise en charge de votre salaire ni sur des frais annexes. Quand vous souhaitez utiliser votre compte personnel de formation sur votre temps de travail, il faudra demander une autorisation d'absence à votre employeur. Celui-ci, effectivement, peut le refuser, autant de fois qu'il le souhaite. Néanmoins, il peut effectivement l'accepter et c'est bien lui qui maintiendra votre rémunération sur votre temps de travail pendant que vous serez en formation. Lorsque, par exemple, votre action de formation est beaucoup plus chère, comment dire, que ce que vous avez sur votre compte personnel de formation, votre compte peut être abondé par vous-même, par votre employeur, l'assurance maladie, Pôle emploi ou même votre compte pénibilité. Alors, donc on a passé le compte personnel de formation. L'autre dispositif, bien sûr, c'est le projet de transition professionnelle. Il permet à tous les salariés du secteur privé de suivre à son initiative une formation certifiante pendant ou en dehors de son temps de travail, en vue de changer de métier ou de profession. Quelles sont ces conditions? Il faut, quand on est en CDI, il faut pour moi justifier de 1 an d'ancienneté dans son entreprise actuelle et de 24 mois d'activité salariée. Lorsqu'on est en CDD, 4 mois en CDD sur les 12 derniers mois et 24 mois d'activité sur les 5 dernières. Au-delà des CDI et des CDD, il y a bien sûr aussi les intérimaires qui peuvent nous solliciter dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Avant leur entrée en formation, ils doivent avoir au moins 1 600 heures de travailler dans la branche. Il y a aussi des intermittents du spectacle qui doivent, eux, avoir une ancienneté de 220 jours ou cachés sur les 2 à 5 dernières années. Vous pouvez retrouver toutes ces conditions, bien sûr, sur les sites de Transition Pro. Quand on parle de formation certifiante, on parle de formations qui sont reconnues au niveau RNCP ou qui sont dans le répertoire spécifique, à l'exclusion, bien sûr, des habilitations. Sur les prises en charge, le projet de transition professionnelle intervient bien sûr sur votre coût pédagogique, sur le coût pédagogique, excusez-moi, de votre action de formation, mais aussi sur la prise en charge de votre rémunération tout au long de votre formation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra demander une autorisation d'absence à votre employeur pour qu'il puisse vous autoriser à suivre votre action de formation. Vous devez effectivement le solliciter soit par le biais d'un recommandé ou une lettre remise sous main propre et il devra vous donner sa réponse dans un délai de 30 jours. À défaut de réponse, ça vaut pour acceptation. Votre demande de financement devra être réalisée auprès de Transition Pro de votre région. Toute cette demande se fera en ligne. Tous les dossiers sont dématérialisés. Une fois que vous aurez fait votre demande auprès de Transition Pro, on va bien sûr examiner votre projet en fonction de 3 critères.
qui vont être la cohérence de votre projet, la pertinence du parcours de votre formation, mais aussi vos perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Le troisième dispositif qui s'offre à vous, c'est le dispositif d'émission reconversion. Il vous offre la possibilité de démissionner afin de mettre en œuvre votre projet professionnel et prétendre à l'allocation chômage. Le projet professionnel peut être soit une création d'entreprise, création ou reprise d'entreprise, ou un parcours de formation. Bien sûr, il faut être salarié du secteur privé et avoir au moins 5 ans d'activité salariée. Vous pouvez effectivement, c'est soit effectivement une reconversion ou une création ou reprise d'entreprise. Il existe donc différentes étapes. La première étape, effectivement, c'est vérifier les conditions. Il faut au moins avoir 5 ans d'expérience en tant que salarié. La deuxième étape est effectivement de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour sécuriser son projet. Attention, il faut bien rencontrer ce conseiller avant de démissionner. La troisième étape, c'est effectivement déposer une demande auprès du Transition Pro pour faire valider le caractère réel et sérieux du projet. Une fois que ce caractère réel et sérieux a été validé par la commission, vous avez 6 mois pour vous inscrire comme demandeur d'emploi. Et une fois que vous avez démissionné, vous avez 6 mois après pour pouvoir mettre en œuvre votre projet. Vous pouvez retrouver toutes ces différentes étapes sur le site démissionreconversion.gouv. Alors, le dernier dispositif, c'est le dispositif Transco, transition collective. En fait, ce dispositif a été mis en place dans un contexte de plan de relance et il permet d'accompagner les transitions professionnelles des salariés dont l'emploi est menacé vers des secteurs en développement, vers les conditions pour pouvoir prétendre sur transition collective. C'est tout d'abord un accord collectif pour les entreprises de plus de 300, une ancienneté minimale en qualité de salarié, être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, donc ça c'est bien obligatoire. Et il faut que la formation soit certifiante et qu'elle aille sur un métier porteur. Ce projet sera bien sûr étudié par la commission de Transition Pro. Dans les conditions de prise en charge, on retrouvera 100% du coût du projet sera pris pour les entreprises de moins de 300 salariés. Lorsque l'entreprise est de 300 à 1000 salariés, ça sera 75% pour la prise en charge et 40% pour les plus de 1000 salariés. Donc là, on a fini avec tous les dispositifs de la reconversion. Et là, pour être accompagné, on va avoir le bilan de compétences. Donc le bilan de compétences, en général, il se réalise sur 3 mois pour donner du temps à la personne et se réalise sur 24 heures. C'est-à-dire, vous avez plusieurs petits rendez-vous qui vont vous permettre en fait de faire le point sur votre situation actuelle. De faire état de toutes ses compétences, de ses intérêts, et on va avoir une meilleure connaissance de soi, de son environnement, ce qui va nous permettre de définir peut-être un projet professionnel. Et après, de ce projet professionnel, on va identifier tous ses atouts et les utiliser effectivement comme un instrument de négociation pour un emploi, une formation ou encore une évolution. Les financements possibles pour un bilan de compétences, c'est, comme on l'avait dit tout à l'heure, donc le compte personnel de formation ou encore vous pouvez solliciter votre employeur ou son OPCO. Voilà, et pour conclure, je voulais parler d'un service qui est relativement nouveau, même s'il existe depuis 2014, mais qui a été renouvelé en 2020, qui s'appelle Conseil en évolution professionnelle. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions dans le chat et dans les questions, nous allons y revenir tout à l'heure. Alors, c'est quoi le Conseil en évolution professionnelle? C'est un service public, donc financé par l'État, donc il est gratuit. Contrairement par exemple à un bilan de compétences. C'est un service qui est confidentiel, c'est-à-dire c'est votre initiative, c'est l'initiative de la personne qui souhaite être accompagnée, sans aucune validation nécessaire ou accord nécessaire de la part de votre employeur. C'est un service neutre, donc c'est des conseillers qui ne sont pas là pour juger votre projet, mais pour vous aider à le mettre en œuvre. Il est accessible, ça c'est très important, c'est-à-dire que c'est un service où vous pouvez obtenir un rendez-vous au plus proche de chez vous
sous 10 jours et impartial. C'est-à-dire que le conseiller, il est vraiment là pour vous et pas pour servir d'autres intérêts que les vôtres. Alors, pour qui? Ah bah c'est bien, parce que c'est pour tout le monde, effectivement. Donc, si vous êtes salarié du secteur privé ou travailleur indépendant, euh, il y a un site où vous pouvez trouver votre opérateur. Dans chaque région, il y a un opérateur à qui vous pouvez vous adresser. Si vous êtes cadre, vous pouvez vous adresser à l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, c'est le pôle emploi qui peut vous accompagner. Pour les jeunes de moins de 26 ans, ça peut être la mission locale ou aussi, si vous êtes salarié, l'opérateur du secteur privé. Et puis pour les personnes en situation de handicap, avec des questionnements avec des risques d'inaptitude, de reconnaissance de travail handicapé, c'est Cap Emploi. Et à la fin des diapos, on va vous transférer les contacts, les coordonnées. Alors, ça sert à quoi? Alors, le CEP, ce n'est pas forcément uniquement si on veut changer complètement sa vie professionnelle, se reconvertir complètement, mais ça peut être aussi, je souhaite changer de boîte, mais je veux rester dans mon domaine. Je souhaite refaire mon CV et avoir un consultant qui peut m'appuyer. Je veux créer une entreprise, je sais pas comment m'y prendre. Le conseil en évolution professionnelle peut vous appuyer, vous orienter vers des experts selon la phase dans laquelle vous êtes au niveau de la création. Par exemple, vous êtes en train, peut-être que vous souhaitez préparer votre entretien professionnel. Le conseiller en évolution professionnelle peut vous aider à mieux structurer vos souhaits, vos envies de formation en interne dans votre entreprise. Donc, il ne s'agit pas que d'un accompagnement à la reconversion professionnelle. Alors, comment ça se passe? Donc, si vous prenez le téléphone et que vous prenez rendez-vous, le conseiller va vous accueillir pour un premier rendez-vous qui peut durer, selon votre situation, 1 heure et demie, voire plus. Et l'idée là, c'est de se dire, alors là, j'en suis où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va bien dans mon travail actuel? Qu'est-ce qui va moins bien? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que j'aimerais garder? Qu'est-ce que j'aimerais ne plus faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre? Et puis voir quel est l'écart entre la situation actuelle et la situation souhaitée, et qu'est-ce que vous pouvez faire, quels sont les dispositifs, les acteurs, les ressources que vous pouvez mobiliser pour arriver à la situation souhaitée. Alors, ça peut s'arrêter là, il peut vous donner une information, vous orienter vers, je ne sais pas, vers le compte personnel de formation ou répondre à votre question, refaire le CV, ou bien vous pouvez décider de continuer un accompagnement personnalisé qui vous permet d'aller jusqu'au bout de votre projet, c'est-à-dire non seulement construire ce projet professionnel, qu'est-ce que je veux faire, quel métier, quelle formation, mais aussi regarder quel financement, quel dispositif vous pouvez mobiliser. Donc, ça peut être un accompagnement très court, de juste un rendez-vous de quelques heures, ou bien si vous avez besoin de plus de temps, ça peut durer plus longtemps. Ce qui est important, c'est que le service s'adapte à vous. Alors, comment trouver son conseiller ou son opérateur en évolution professionnelle, de conseil en évolution professionnelle? Alors, le site www.mon-cep.org, vous pouvez choisir votre situation, votre région, et le site va vous rediriger vers le bon opérateur. Et après, il suffit de prendre le téléphone et prendre rendez-vous. Et c'est tout ce que nous avons préparé avec Marie-Laure, si je ne me trompe pas, Marie-Laure. Oui, tout à fait. Alors, on peut y aller pour les questions. Alors, bah, écoute, on va y aller. Donc, j'ai déjà la première question de Joël. Dans le dispositif démission reconversion, est-ce qu'on est conseillé pour savoir à quel moment il est pertinent de démissionner en tenant compte du préavis notamment? Je pense que tout ça, en fait, dans le dispositif, vous allez travailler avec le conseiller en évolution professionnelle pour juger, en fait, en fonction de votre projet, de votre action de formation, quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce que vous allez déposer votre demande auprès de Transition Pro. En fait, voilà, tout va être calculé en fonction de vraiment de votre projet. Donc, ça va être fait vraiment avec le conseiller en évolution. Ce qui est conseillé ici, c'est de prendre contact avec son conseiller en évolution professionnelle ou avec un conseiller en évolution professionnelle avant de faire la décision qui est finalement assez grave de quitter son emploi, pour voir avec lui est-ce qu'il y a des alternatives, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites avant, ou bien, éventuellement, si je mets en place une démission, comment la sécuriser au maximum pour ne pas me retrouver sans boulot et sans allocation chômage. Il y a des solutions qui sont possibles, on l'a vu. Effectivement, le premier réflexe, pour moi, c'est de voir avec son conseiller, prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle,
qui est d'ailleurs une condition obligatoire pour mobiliser le dispositif démissionnaire. Ok. Alors, une question pour toi, Alors Marie-Laure. oui, tout à fait. Peut-on Alors anticiper sa demande d'absence pour PTP avant les 120 jours obligatoires afin, en cas de refus de l'employeur, d'établir un dossier d'émission reconversion? alors oui, tout à fait, hein, on peut anticiper, sa demande, d'absence. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, quand l'employeur va refuser, enfin, il va pas refuser, on appelle ça un report. C'est un report de 9 mois. C'est-à-dire mais il se fera en fonction de votre date de démarrage de votre action de formation. C'est-à-dire que même si vous lui faites en amont votre demande d'autorisation d'absence, on prendra bien en considération votre date de démarrage. C'est-à-dire que si vous deviez démarrer votre formation en janvier, heu, comment dire? Vous pourrez lui refaire une proposition qu'à partir de septembre d'après. Hein, c'est, par rapport, comment dire? À, votre demande d'absence, voilà comment ça se fait. Et par rapport à établir en fait un dossier d'émission reconversion, ce qu'il faut savoir, c'est que Transition Pro va forcément regarder votre demande sur un projet de transition professionnelle en premier parce qu'il vous est plus favorable et seulement après, on regardera votre dossier d'émission reconversion. Donc tout ça, bien sûr, ça revient à bien calculer tout ça, avec votre conseiller, en évolution. Voilà, je pense que là, on a aussi répondu à une autre question la question c'était est-ce qu'on peut enchaîner, est-ce qu'on peut faire demande d'émission reconversion suite à un refus PTP? Effectivement, oui, tu as Tout à répondu. fait. Moi, ce que je vous invite, c'est qu'effectivement, si vous envisagez ces 2 solutions, il faut bien, comment dire? Faire, ces 2 projets en simultané. Parce que, il y a d'abord la constitution du dossier, projet transition qui prend un certain temps. Il faut aussi prendre contact avec votre conseiller. Enfin, voilà, il faut bien monter les 2 en même temps et d'abord commencer par le PTP qui vous est plus favorable. Alors, il y a une question de Mélanie qui dit: «Pourriez-vous indiquer quels sont les dispositifs existants, s'il y en a, pour les salariés de la fonction publique d'État? Merci». Alors effectivement, le conseil en évolution professionnelle est aussi en train de se mettre en place dans la fonction publique. Alors en fonction de votre région, ça va être un contact différent, une adresse mail, un numéro de téléphone différent, mais c'est les plateformes RH au niveau régional qui gèrent toutes les questions qui sont liées à la formation, à l'évolution professionnelle. Et si vous nous indiquez dans le chat, Mélanie, dans quelle région vous êtes, on peut vous passer le contact. Paris. Alors, je vais regarder et je te laisse, Marie, Laure, Oui, dis-moi. regarde notre question. Alors alors peut-on avoir accès à un bilan de compétences en étant en arrêt de travail? Alors ça, c'est une bonne question. En général, le bilan de compétences, vous le faites en dehors de votre temps de travail. Donc à ce moment-là, il faudrait que je me renseigne un peu plus, par rapport à cette question. Est-ce qu'on peut faire un bilan de compétences quand on est en arrêt de travail? C'est ça la question? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Vous pouvez mobiliser. Ça dépend du financement. Mais effectivement, aujourd'hui, si vous vous connectez sur votre compte personnel de formation, si vous avez assez d'argent sur le compte, vous pouvez directement enfin, regarder déjà quels sont les centres de bilan dans votre région, dans votre ville, dans votre rayon de mobilité. Ce qui est bien, c'est de toujours en rencontrer plusieurs, au moins 2, 3, pour voir comment ça se passe. Mais effectivement, vous pouvez acheter directement, entre guillemets, payer pour un bilan de compétences directement avec votre CPF, peu importe que vous soyez salarié, en arrêt ou demandeur d'emploi, parce que vous disposez de votre CPF, de votre propre volonté. Si j'ai bien compris la question. Alors, si je passe à la prochaine, j'envisage sérieusement de faire un PTP, mais je ne sais pas s'il pourra être pris en charge financièrement par Transition Pro. Quel pourcentage de dossiers sont acceptés? Actuellement, on est, sur, 1 dossier sur 2, sont acceptés, par la commission, voire même un peu plus. J'ai pas réellement de pourcentage, mais on est au moins sur 1 dossier sur 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que, toutes les commissions, sont faites en fonction de votre mois d'entrée en formation et que tous les dossiers, sont regardés. Alors je pense avoir répondu.
On a la prochaine question qui était: «Peut-on faire un bilan de compétences tout en travaillant 35 heures par semaine?» Effectivement, c'est un peu compliqué. Là, par rapport au centre de bilan, je pense que Thomas, tu auras peut-être plus de réponses que moi. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de démarrer avec un CEP d'abord. L'avantage du CEP, c'est que les rendez-vous sont très souvent proposés le soir, après le boulot, entre midi et 2, éventuellement, c'est peut-être en présentiel et en distanciel, et même samedi matin. Donc, peut-être déjà voir en amont avec un conseiller en évolution professionnelle qui pourra par la suite peut-être vous orienter vers un centre ou chercher avec vous le moyen de mettre en place un bilan en termes de financement, en termes d'organisation, qui sera adapté à votre situation. Mais effectivement, même les centres de bilan souvent reçoivent du public, des personnes qui travaillent à temps plein. Et, sauf erreur de ma part, il y a aussi d'autres possibilités de financer son bilan. C'est avec votre OPCO. Donc, OPCO, c'est les organismes qui financent, qui aident les employeurs à financer les bilans de compétences. Et il existe aussi des bilans qui vont être faits sur votre temps de travail. Mais pour cela, il faut se rapprocher de votre service RH et formuler la demande. Alors, la prochaine question est de Vanessa. L'autorisation d'absence est obligatoire avant de déposer le dossier transition pro ou peut-on la demander après acceptation du dossier? Alors non, effectivement, il faut bien la demander avant le dossier de transition pro ou alors pendant que vous commencez à le constituer. Parce que le dossier est effectivement fait en différentes étapes, mais cette autorisation d'absence devra être bien faite avant que votre demande soit examinée. Le PTP, la prochaine de Denis, c'est le PTP peut-il être mobilisé dans le cadre d'une création d'entreprise ou dans un autre métier que celui qu'on occupe aujourd'hui? Alors, le projet de transition professionnelle, c'est bien quand on est dans un changement de métier ou de profession. Après, dans le cadre d'une création d'entreprise, donc c'est-à-dire que, pour que j'essaye de bien comprendre, si vous souhaitez faire une formation parce que vous avez un projet création d'entreprise, on est tout à fait d'accord puisque vous avez, si vous changez de métier, c'est possible. Après, quand il s'agit de la création d'entreprise, peut-être avoir pour le dispositif, peut-être, démissionnaire à ce moment-là, qui vous permet de démissionner et de créer votre entreprise. Tout dépend si vous avez besoin d'une action de formation ou pas avant. C'est un projet à travailler effectivement. Concernant Isabelle, le certificat, Cléa. Alors, pour vous donner plus d'informations, le certificat Cléa a été créé pour les salariés et les demandeurs d'emploi qui ne disposent pas forcément d'une qualification élevée et qui possèdent des connaissances de base et des compétences. Ils sont peu ou pas qualifiés, mais les gens possèdent des connaissances de base et des compétences. C'est une certification qui est reconnue par les employeurs. Cette certification est constituée d'ensemble de connaissances et des compétences qu'il est utile de maîtriser afin de favoriser l'accès à la formation et à l'insertion professionnelle. J'espère vous avoir donné toutes les réponses sur le certificat Cléa. Mais n'hésitez pas à aller sur les sites de transition pro ou les certificats Cléa, les projets de transition professionnelle. Tous les dispositifs sont expliqués très clairement. Alors, la question qui a le plus de votes, quel taux de réussite pour une reconversion après 55 ans? Alors, c'est difficile à dire parce que c'est pas forcément l'âge qui va être le facteur qui détermine la réussite d'une reconversion. Ça peut jouer, effectivement, mais ce qui est souvent plus important, c'est quoi votre projet? Est-ce que, en termes de faisabilité, est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste? Est-ce qu'il y a des débouchés sur le marché de l'emploi ou est-ce que c'est un projet viable si c'est une création d'entreprise? Et puis aussi, très souvent, même un projet qui peut paraître entre guillemets bancal ou risqué ou courageux ou je sais pas ou audacieux, si on a assez d'énergie, si on est convaincu et si on est motivé, on peut le réussir. Donc voilà, difficile de donner une réponse globale, mais quelques éléments. Alors, il y a la question de Céline.
Bonjour, si le dossier BTP est refusé, est-il possible de faire un dossier d'émission en conversion pour le même projet? Oui, alors, tout à fait. Après, les modalités effectivement, sont différentes, hein, puisque, là, comment dire? La commission va juste attester du caractère réel et sérieux de votre projet, hein. On va le PTP bien sûr, la prise en charge du coût pédagogique de votre action de formation, et la prise en charge de votre rémunération et le dossier d'émission en conversion, on est juste là pour attester du caractère réel et sérieux de votre projet. Ça va être 2 montages de dossiers différents, mais pour le même projet, pour moi, il y a aucun souci. Il y a aussi la question de Laura: «Je suis actuellement en CDI et j'envisage de faire une licence professionnelle l'année prochaine. Comment est financée cette dernière si je ne suis pas en alternance?» Il faudrait un peu plus d'informations. Hem, une licence professionnelle, il y a de la théorie et il y a, comment dire, de la période d'application en entreprise. Comment est financée cette dernière si je ne suis pas en alternance? Ça veut dire que vous n'aurez pas de stage? J'ai besoin d'avoir un peu plus d'informations. Si vous voulez, quand, on est sur un projet de transition professionnelle, on va analyser, tout. C'est-à-dire tout le coût pédagogique, mais aussi la prise en charge de votre rémunération pendant que vous êtes en formation, c'est-à-dire, les heures théorie, vous êtes en centre de formation, mais aussi quand vous êtes, sur des périodes d'application en entreprise. Donc on va vraiment regarder tout ça. Donc on a donc là, il faut apporter un peu plus, d'informations pour que je puisse, vraiment bien vous répondre, Laura. Mais cela rejoint une question posée par Christopher. Je souhaite reprendre une formation qui dure 3 ans, mais je ne sais pas si je peux être indemnisé tout au long de la formation. Merci. Alors, Alors, vas-y. dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, effectivement, on va prendre en charge une formation, quand elle dure 1 an et à temps plein. On dit qu'une formation à temps plein, c'est-à-dire elle est continue, vous vous arrêtez pas, hein. Pendant 1 an, ça peut être du 1er janvier au 31 décembre, on prendra tout en charge. Pour les formations qui durent 3 ans, il faut voir, on peut le prendre en charge, quand elles sont dites discontinues ou à temps partiel. Là, effectivement et dans une limite de 1 200 heures. Donc après, tout dépend, de votre formation. On va regarder le rythme de votre formation. Si celle-ci est discontinue et à temps partiel, oui, on prendra en charge sur, vos 3 ans. Mais, mais c'est vrai que les reconversions qui nécessitent plusieurs années de formation sont en règle générale plus difficiles à mettre en œuvre que des reconversions qui nécessitent une formation d'1 an. C'est possible. euh, Par exemple, dans la plupart des régions, c'est les formations sanitaires et sociales qui sont financées. Il y a des montages qui sont possibles où on se fait financer une année par le PTP et après on fait une rupture conventionnelle et on peut être rémunéré par les allocations de chômage, mais effectivement, ça nécessite, c'est souvent très très compliqué avec un impact plus important sur la vie personnelle. Sous ton contrôle, Marie-Laure. Alors, y a-t-il des périodes de commission ou combien de commissions par an pour la validation du dossier de transition pro? En fait, il y a des commissions paritaires qui ont lieu, tous les mois et elles se font en fonction de votre mois d'entrée en formation. Donc effectivement, il y en a tous les mois. Il y a des périodes de commission et donc il y en a 12. Pour la validation des transitions pro, voilà, il y a 12 commissions, il y en a une tous les mois. Et puis, je ne sais pas, Marie-Laure, si tu as parlé des délais un peu, ça peut être intéressant de dire que voilà, il faut quand même un certain temps pour mettre ça en Oui, place. il faut quand même, un certain temps, pour mettre en place effectivement votre dossier, hein, parce qu'effectivement il est, dématérialisé, mais il est fait en 3 volets. C'est-à-dire que vous avez, actuellement il est fait de cette façon-là. Ça va bientôt changer, mais voilà, il est en 3 volets. Il y a votre premier volet, qui est, votre volet bénéficiaire qu'on appelle, hein. C'est tout simplement de l'administratif. Ça va y reprendre votre projet et ça va y reprendre, tous les documents qui sont obligatoires dans le cadre d'un montage d'un dossier. Une fois que cette partie-là a été validée par nos services, ça va envoyer un mail à votre organisme de formation pour que lui aussi complète sa partie. Une fois qu'il aura complété, ça reviendra chez nous, pour qu'on le valide, et ça reviendra aussi également dans votre espace pour que vous puissiez le valider, en prendre connaissance, et valider si ça correspond à vos attentes.
Et seulement là, une fois que vous l'aurez validé, on enverra un mail à votre employeur pour que lui complète sa partie, pour qu'on puisse avoir tous les éléments financiers. Donc vous voyez bien, on est vraiment en 3 parties différentes. Effectivement, ça prend un certain temps. Nous, effectivement, il faut au moins un montage de dossier au moins 3 mois avant la date de démarrage de votre action de formation. Pourquoi? Parce que souvent vos dossiers, il faut le temps qu'ils soient examinés. C'est-à-dire que là, par exemple, on va demander à recevoir les dossiers complets pour, le 1er octobre, pour une commission qui va avoir lieu en novembre, pour souvent des actions de formation qui vont avoir lieu en, janvier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, votre dossier, on peut l'examiner sur une première présentation et par exemple, la commission va dire, elle va motiver son refus en disant, «La cohérence du projet pour nous, voilà, on a besoin de plus d'informations». On le refuse, mais c'est un refus qui est motivé et vous pourrez faire une demande de recours sur la commission d'après pour pouvoir étayer votre projet à la commission. Donc vous voyez bien effectivement, il y a vraiment tout ce délai dans le temps. Il y a le temps du montage du dossier, mais le temps aussi que nous, on puisse, le faire, son ingénierie son ingénierie financière, mais aussi le temps que la commission le regarde et si on a des demandes à faire, mmh, pour faire une possibilité de recours en fait sur le mois d'après. Je ne sais pas si j'étais très claire. J'espère en tout cas avoir répondu à vos attentes. Merci Marie-Laure. Beaucoup de questions sur le PTP. Est-il possible de mobiliser le PTP sur le temps de travail avec des formations à distance? Contribution à temps de travail et des formations à distance. Oui, bien sûr. En fait, depuis cette année, on peut effectivement, prendre, sur temps de travail des formations qui se déroulent, à distance, qu'elles soient synchrones ou asynchrones. Alors synchrone, je m'explique, hein, c'est quand vous avez un professeur en face de vous et asynchrone, c'est quand vous pouvez travailler tout seul. On peut les prendre sur temps de travail, mais il vous faut simplement une autorisation d'absence de votre employeur. Il faut bien regarder, hein, quand vous faites des formations ouvertes à distance, pour effectivement regarder le rythme de votre travail, mais tout ça, ça peut être, travaillé avec, chaque transition pro. Concernant Laura qui me redonne Ah, une pardon. ah, je reprends. Alors: «Je suis fonctionnaire d'État, mais détaché et payé par une entreprise privée. Suis-je éligible au dispositif destiné aux salariés du privé?» Oui, il faudra revoir votre contrat, mais je vous invite à prendre contact auprès de votre transition pro, avec votre contrat de travail pour voir. Effectivement, puisque là, vous aurez un statut, de salarié du privé. Donc pour moi, il n'y aurait pas de souci. Mais je t'ai coupé Marie-Laure, tu voulais répondre à une autre C'est question, pas pardon. Oui, en fait, c'est Laura qui m'avait posé la question sur, une licence pro en alternance. Il y aura un stage, mais qu'en fin d'études. Alors, en général, quand vous faites des licences pro, il faut voir le rythme de votre formation par rapport à la prise en charge. C'est-à-dire qu'il va falloir mêler en même temps, la théorie et la pratique. Mais, effectivement, ça peut être pris en charge, hein, là-dessus, le stage peut être pris en charge aussi, dans le cadre d'une licence pro. J'espère avoir répondu pour Je Laura. prends la question de Yannick parce qu'elle est intéressante. Y a-t-il des critères, des priorités pour mobiliser le PTP, niveau de diplôme ou autre? Heu, alors, par exemple, des publics prioritaires comme le niveau de diplôme initial, le famille monoparentale et ça. Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, vous avez effectivement, des priorités, qui sont établies, au niveau, pour tous les transitions pro, au niveau national, mais aussi au niveau régional et vous avez aussi un certain nombre de critères qui ont été, établis, par rapport à la cohérence de votre projet, de votre parcours et de vos perspectives d'emploi. Donc c'est vraiment l'ensemble de tout ça qui vont être identifiés, quand vous allez monter votre dossier et qui vont, être étudiés lors de la commission. Donc voilà, il y a vraiment effectivement des critères. Comment savoir, Joël, si mon projet relève plutôt du dispositif démissionnaire ou PTP? Effectivement, c'est le conseiller qui peut vous informer. Souvent, parfois, la stratégie peut être de tenter le PTP d'abord parce que c'est quand même plus intéressant, c'est plus sécurisé. Et puis, comme deuxième option, avoir le PTP. Le démissionnaire. Oui, parce que le PTP, vous permet en fait votre contrat est juste suspendu le temps de votre formation. Donc ça veut dire que votre employeur vous autorise à vous absenter pour votre formation, mais c'est-à-dire que vous retrouvez votre emploi à l'issue, en fait, de votre formation. Le temps de chercher un nouvel emploi, par exemple. Une question de Patricia. Un contrat d'apprentissage à 55 ans
avec la reconnaissance RQTH, comment valoriser cela auprès des entreprises? Alors, si vous pouvez, si vous êtes éligible au conseil en évolution professionnelle, ça serait intéressant à aborder avec un conseil, effectivement, pour voir quelle peut être la stratégie de présentation de ça dans le CV, dans la lettre de motivation, comment adapter sa stratégie de recherche d'emploi. Mais effectivement, c'est difficile de répondre comme ça en direct. Merci Patricia de votre réaction. Alors, je ne vois plus de questions. Est-ce qu'on aurait répondu à tout? S'il n'y a plus de questions, si. Alors, la question de Joël. Peut-on, après 30 ans, envisager une formation par avance? Ouais, tout à fait. Il n'y a pas d'âge. Vous pouvez effectivement envisager une formation, je ne dis pas n'importe quel âge, mais effectivement, du moment que vous rentrez dans les conditions d'éligibilité, pourquoi pas? Après, Je peux vous raconter une histoire, Joël. C'est une personne que j'ai accompagnée qui avait une cinquantaine d'années et qui a voulu devenir assistant dentaire. Effectivement, donc elle a mobilisé son réseau. Ils ont trouvé un dentiste qui pourrait la prendre en alternance, effectivement, un contrat de professionnalisation. Elle a mobilisé le dispositif démissionnaire et elle a tout de suite enchaîné par un contrat d'apprentissage, enfin, par le contrat de professionnalisation. Donc oui, c'est possible. C'est même bien vu par le Pôle emploi, effectivement, mais il y a d'autres challenges, il faut trouver l'employeur, etc. Mais c'est possible. Je peux répondre à François sur le bilan de compétences. Sur quels critères choisir un organisme de bilan de compétences? Moi, si j'avais un conseil, et je pense que tu l'as déjà donné, Thomas, tout à l'heure, c'est de rencontrer plusieurs personnes, de rencontrer plusieurs centres de formation, centres de bilan, excusez-moi. Pourquoi? Parce que comme vous allez échanger sur diverses questions personnelles et professionnelles, il faut que vous ayez un certain feeling avec la personne que vous allez rencontrer. Donc, les critères, ça va être propre à vous. Et enfin, pour ma part, hein, je pense comme ça, c'est rencontrer plusieurs centres de bilan et choisir la personne qui vous convient le mieux, pouvoir échanger avec elle sur tout ce qui est personnel et professionnel. Oui, alors tout dépend de vos critères. Est-ce que déjà c'est un centre, quel va être le profil de conseiller? Est-ce que c'est ce conseiller-là qui va vous recevoir? Est-ce qu'il y aura d'autres intervenants? Est-ce que c'est en présentiel, en distanciel? Est-ce qu'il y a des ateliers collectifs ou est-ce que c'est individuel? Posez-lui la question, alors qu'est-ce qu'on va faire dans le bilan? Comment ça se passe chez vous? Comment c'est organisé? Quand est-ce que je peux commencer? Qu'est-ce que vous avez en termes de ressources documentaires, d'outils, de tests, de questionnaires, de réseaux professionnels que vous pourriez mettre à ma disposition pendant le bilan? Voilà, toutes les questions à poser en direct au moment où vous serez reçu par un conseiller. Et puis, parfois, c'est le feeling qui fait. Si vous avez l'impression d'être écouté, si vous avez l'impression que la personne qui vous reçoit comprend votre situation et la proposition qu'elle vous fait correspond à ce que vous attendez, allez-y. Alors, la question de Céline, je rejoins la question de Joël. Pour faire une formation d'alternance, il faut être sans emploi ou par le BTP, c'est bon? En fait, tout dépend de votre statut actuel. Si vous êtes salarié, votre contrat de travail vous ouvre des droits pour mobiliser le projet de transition professionnelle. Si néanmoins vous êtes sans emploi, là, il faudra vous rendre à Pôle emploi. En fait, en fonction de votre statut, ça va décliner en fonction de votre formation, du dispositif que vous allez mobiliser. Quand vous êtes salarié, vous pouvez nous solliciter en tant que transition pro, ou alors, si vous êtes sans emploi, ça sera effectivement Pôle emploi. Et Marilyn, dans le cadre du PTP, qu'est-ce qui se passe si le dossier est accepté, mais je ne réussis pas le concours d'entrée? Alors, malheureusement, si votre dossier est accepté, mais que vous n'avez pas réussi au concours d'entrée, on devra mettre votre dossier en abandon, puisque c'est quand même
Et puis vous en proposer un autre l'année prochaine en espérant que cette fois-ci, vous aurez réussi le concours d'entrée. Mais voilà, il faut, effectivement votre dossier, même s'il est accepté financièrement, du moment que vous ne pouvez pas rentrer, en formation, votre dossier sera annulé. Il y a Sylvia qui témoigne, c'est intéressant. Je viens de faire un bilan de compétences. J'ai trouvé cet exercice très bénéfique. Cela demande du temps si on veut le faire sérieusement et qu'il donne des résultats, mais je conseille vivement. Jean, concernant les différents dispositifs aidant à une reconversion pro, sont-ils modulables afin de conserver par exemple un mi-temps en parallèle? Alors je relis pour mieux répondre. Concernant les différents dispositifs aidant à une reconversion, transition pour fonctionnement fondatif ou des missions, projets, procréation, entreprise, etc. Sont-ils modulables afin de conserver par exemple un mi-temps en parallèle? Sont-ils modulables? J'ai du mal à comprendre dans le modulable. Par exemple, conserver un mi-temps en parallèle. Bah, déjà le projet de transition, normalement, c'est quand vous souhaitez, changer de métier, ou de profession. Donc déjà là, le but normalement à la fin de votre projet est de démissionner de votre métier actuel, pour en recommencer un autre. Effectivement, il y a des personnes qui gardent quand même un mi-temps pour, effectivement peut-être créer leur entreprise, en plus, et voir si leur entreprise, comment dire, le temps qu'elle démarre, de se faire des fois des clientèles et seulement après d'abandonner, leur projet. Dans le cas de démission, pour projet, professionnel, enfin, vous m'excuserez si je réponds pas correctement à vos attentes, j'essaie de comprendre, modulable. Est-ce que, par exemple, si on peut faire un projet de transition, c'est-à-dire qu'on va suivre une formation et après, faire, le projet, démission reconversion? C'est possible. Alors attention, quand je dis c'est possible, c'est-à-dire je vais vous donner un exemple. Vous suivez une formation pour devenir, par exemple, sophrologue, parce que vous envisagez de changer d'emploi. Vous faites un PTP, d'accord? Vous faites votre action de formation, elle est réussie, c'est parfait. Et après, vous souhaitez faire un projet de démission reconversion pour créer votre entreprise. Dans cet axe-là, c'est possible. On peut effectivement faire un projet PTP et après faire un projet de création. Ça reste possible. J'espère avoir répondu à la question. La prochaine, c'est: est-ce qu'un doctorant financé par la région, BFC a le droit au CPF? Alors, ça dépend. En règle générale, le contrat doctoral est du droit public, mais il existe aussi des contrats doctoraux du droit privé. Donc, public, non, vous cotisez. Ah si, on cotise en termes d'heures, mais c'est plus compliqué à mobiliser. Si vous êtes privé, c'est un peu plus simple. Mais regardez déjà, connectez-vous sur votre CPF et vous verrez en temps réel, euh, sauf si vous avez commencé maintenant votre doctorat, parce que le CPF est crédité avec un an de retard oui, c'est ça, de délai. Alors, il nous reste 3 minutes. Donc, on prend les dernières questions. Pendant son arrêt de travail, je pensais là, peut-on anticiper Ouais. une demande d'absence dans le cadre d'un PTP? Mmh. Au lieu d'attendre son retour d'entreprise, il faut gagner du temps sur le délai des 120 jours. Oui, hein, tout à fait, hein. Vous pouvez rien ne vous empêche de commencer, à, monter un dossier dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour les personnes qui effectivement sont en arrêt de travail, on invite à ce moment-là à mettre fin à l'arrêt de travail la veille d'entrer en formation. Mais c'est possible, hein. Mais il faudra en fait, vous ne pouvez pas, cumuler plusieurs congés. C'est-à-dire qu'il faudra bien mettre fin à un moment donné à un congé, maladie avant de commencer sa formation. Mais rien n'empêche de monter son dossier, pendant, son arrêt de travail. Alors pour Jean, pas de souci, la question n'est pas claire. En fait, l'idée est d'assurer un revenu le temps que la nouvelle activité soit suffisamment rémunératrice. Oui, c'est ce que je vous disais. Effectivement, certaines personnes, comment dire, quand elles font un PTP, elles, des fois, elles assurent effectivement, elles gardent, un mi-temps ou un 80 leur travail actuel pour, assurer un revenu financier, le temps de démarrer leur activité. Oui, en fait, tout ça est travaillé finalement dans vos perspectives d'emploi. De là, en fait, par rapport à toutes vos recherches,
le dire, hein, dans votre projet effectivement que, voilà le temps, comment dire, de démarrer cette nouvelle activité, vous envisagez de faire à 80. Il y a pas de souci. Tout ça en fait, c'est travailler finalement dans vos perspectives d'emploi. Bien, bah, écoutez, nous remercions à tous les participants. Donc, comme j'ai dit déjà dans le chat, le replay de ce webinaire va être disponible sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup à plus de 100 personnes qui ont été avec nous. Merci à toi, Marie-Laure, et au plaisir de vous retrouver sur d'autres événements des semaines de l'évolution professionnelle. N'hésitez pas à consulter le programme sur le site et vous inscrire aussi à d'autres webinaires. Passez une bonne soirée. Merci, Au merci à vous. revoir. Au revoir, merci.